Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au musée dauphinois, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Je me présente, je m'appelle Franck Philippot, je suis commissaire d'exposition, conservateur du patrimoine ici au musée dauphinois. Et j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une visite guidée de l'exposition Égyptomania, la collection Jean-Marc Salabert. L'exposition Égyptomania, la collection de Jean-Marc Salabert, est présentée au musée dauphinois. Et le musée dauphinois est lui-même avant un ancien couvent de Sainte-Marie d'en Haut, où se sont succédés des visitandines, des ursulines, différents ordres religieux. Nous sommes ici au cœur du cloître, et l'exposition que vous allez découvrir est répartie tout au long de ce cloître, tout autour de ce cloître. Le musée dauphinois est un musée de société, un musée qui parle des gens, qui parle des contemporains, de ceux qui nous ont précédés également, de tout ce qui nous lie à ceux qui nous ont précédés. Et cette exposition sera encore une démonstration de cette fascination que l'on ressent aujourd'hui et qui a été ressentie aussi par nos prédécesseurs. Nous voici au tout début de l'exposition Égyptomania, la collection Jean-Marc Salabert. Cette exposition est le fruit d'une rencontre, dans un premier temps. La rencontre avec Jean-Marc Salabert, comme l'indique le titre. Et Jean-Marc Salabert est un conservateur qui a une grande carrière à Paris. Il a travaillé notamment au Louvre. Et il est aussi collectionneur. Il a constitué un corpus de collection d'objets depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 70. Cette rencontre avec Jean-Marc Salabert a permis de découvrir tout un univers constitué d'objets, d'œuvres que l'on qualifie d'égyptomaniaques, entre guillemets, ou plutôt, plus exactement, d'œuvres égyptisantes. Alors l'égyptomanie, il faudrait déjà la définir. L'égyptomanie n'est pas l'égyptologie. Ce n'est pas la science de l'Égypte, ce n'est pas l'égyptophilie, ce n'est pas l'amour pour l'Égypte ancienne. Il s'agit en réalité de production, d'œuvres qui s'inspirent de l'Égypte ancienne, de ses codes graphiques en particulier, de ces codes décoratifs qui vont être réutilisés, réappropriés pour produire des créations, mais dont les fonctions sont vraiment fort éloignées des fonctions premières antiques en tout cas. Donc ne venez pas voir de l'égyptologie ici, on est dans une collection très particulière, souvent assez amusante, qui permet de décaler le regard et de mieux comprendre pourquoi on a cette fascination pour l'Égypte ancienne et à quelles aspirations répondent ces créations égyptisantes. Derrière moi, vous voyez une œuvre qui est très représentative de l'égyptomanie et qui montre bien qu'on ne parle pas d'égyptologie. Il s'agit d'un disque ailé, ou plus précisément d'un globe ailé. Et le disque ailé étant une figure graphique iconique dans le vocabulaire graphique de l'Égypte ancienne. On peut en voir ici une reproduction avec ce disque ailé, un cobra femelle en furie qui protège les rois, les pharaons. Et l'égyptomanie, en fait, s'éloigne complètement de ses sens premiers. Il y a toute une distance qui se crée, une réappropriation, un détournement, pourrait-on dire. Et on voit ici que le créateur de cet objet n'avait pas forcément une connaissance très très fine de l'égyptologie. Et lui a préféré, en réalité, mettre du volume, un globe, parce que c'est plus joli. Il y a de l'or. C'est aussi un plaisir des yeux. Et puis, ce cobra femelle en furie eh bien, se transforme en tout petit oiseau, plutôt mignon, dodelé, un petit roitelet comme ça qui se manifeste sous l'aile protectrice de ce globe ailé. L'égyptomanie est un phénomène en réalité ancien, vraiment très ancien, puisqu'on peut remonter dès la Rome antique, dès l'Antiquité, pour détecter, dans l'architecture en particulier, des signes montrant la fascination des Occidentaux
Pour l'Égypte ancienne, il y a des cultes isiaques, des cultes dévoués à Isis, la grande déesse Isis, que l'on retrouve à Rome, dans la Rome antique. Et puis encore plus tard, 100 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, en 1922, eh bien, Edward Carter va pénétrer dans le tombeau de Toutankhamon, de ce grand roi Toutankhamon que tout le monde connaît. Toutankhamon, dans les pays anglo-saxons, on l'appelle Tout, T-U-T, Tout, et on l'appelle King Tout. Et à partir des années 1922, 1923 et ensuite, il y aura la Toutmania. La Toutmania qui va être portée par une orchestration très contrôlée de l'information par les archéologues eux-mêmes, avec la complicité du Times, du journal anglais. Cet engouement perdurera, sera relancé dans les années 70 par une deuxième Toutmania, par les expositions, les grandes expositions blockbusters, donc les musées eux-mêmes, et par leur force scénographique pour valoriser ce trésor de Toutankhamon, participera à la Toutmania et à l'Égyptomania. Alors ici, par exemple, on peut voir une filiation et dire que cette égyptomanie perdure dans le temps, et encore aujourd'hui, nous sommes face à un fac-similé, à une reproduction du fauteuil de Toutankhamon, tel qu'il a été découvert en 1922 par Edward Carter. Mais en réalité, ici, il s'agit d'une résine asiatique qui essaye d'imiter au mieux ce grand trésor de Toutankhamon. On l'imagine chez soi, en trônant dans son domicile, derrière son bureau, tel un pharaon, devant cette magnifique pièce, mais qui est tout sauf de l'archéologie antique. La fascination pour l'Égypte ancienne, elle s'explique en particulier, parmi toutes les explications que l'on peut trouver et que présente l'exposition, elle se trouve en particulier au niveau de la spiritualité. Aujourd'hui, la quête de spiritualité est une réalité. On recherche le bien-être, on recherche du sens dans nos vies, la rationalité n'est pas la seule façon d'habiter le monde. Et bien sûr, l'Égypte ancienne propose tout un panthéon de divinités avec ces caractéristiques que l'on connaît tous, avec les têtes animales, le corps humain, tête de chacal, tête de chien du désert, tête d'oiseau, etc. Derrière moi, vous voyez une toile qui a été peinte par Victor Simon. Victor Simon était mineur dans les mines dans le nord de la France. Et il a eu une révélation à un moment donné où il devait être lui-même dans cette quête de la spiritualité, dans une production aussi graphique qui permettait de montrer, peut-être de guider le spectateur vers le sens spirituel. Alors on voit ici, caractéristique avec ses ailes au centre de la toile, et puis d'autres personnages qui ornementent différentes parties de cette grande toile. On est ici face à une œuvre dite d'art spirit. Cet art spirit qui a été produit par des peintres qui sont proches de ce que l'on appelle l'art singulier, de l'art brut, c'est-à-dire des peintres qui n'ont pas forcément une connaissance académique, des beaux-arts, mais qui ont cette nécessité de prendre le pinceau et de se projeter par la représentation vers d'autres univers. Et l'Égypte ancienne a ce pouvoir de nous transporter ailleurs, dans un autre temps, loin, dans la civilisation pharaonique, et dans un autre lieu aussi, dans l'ailleurs, au bord du Nil. Les romanciers nous engagent par leurs récits écrits dans des mondes fantastiques, avec des monstres, avec des spectres, avec des fantômes. La momie n'échappera pas à cette cohorte de monstres qui nous provoque en réalité une sorte de plaisir par le mystère et par la peur. Alors chez les écrivains, si on doit en citer un seul, ce serait Théophile Gautier, qui écrit le roman de la momie en 1857.
La momie est féminine. La momie est une princesse, elle est belle, elle est magnifique. Et les scientifiques vont la démailloter pour révéler son corps parfait, avec ce fantasme d'un Orient idéalisé. La momie devient masculine avec le cinéma. Le récit passe sur l'écran après le livre. Et elle devient masculine parce que l'homme doit porter l'aspect abject, elle doit être sale, elle doit être terrifiante. On ne va pas confier ça à la femme. Et dès 1932, un acteur célèbre, Boris Karloff, interprète la momie. Boris Karloff, on le connaît pour un autre rôle qui s'appelle Frankenstein. C'est un acteur qui se grimera sous différents masques de monstres. Ici, vous avez un autre acteur qui s'appelle Tom Tiller, qui ne sera pas dans le film La momie avec Boris Karloff, film historique, mais ici dans La main de la momie. C'est aussi une des caractéristiques de l'égyptomanie, c'est plutôt que d'aller chercher des références dans l'égyptologie et la science liée à l'Égypte ancienne, l'égyptomanie se copie elle-même, elle produit des copies de copies de copies. Mais il y a des codes qui permettent de tout de suite comprendre qu'on est dans l'Égypte ancienne, un cinéma égyptisant qui va en fait répondre à des aspirations qui sont celles du plaisir et de la délectation par la peur. Pendant plus de 2 siècles, l'Égypte ancienne a inspiré des créateurs. Alors, de grandes œuvres d'art, de beaux-arts, il est vrai, mais aussi de ce que l'on appelle les arts appliqués, ou dans un autre terme plus contemporain, du design. C'est-à-dire, ce sont des productions d'objets du quotidien qui souvent ont une fonction pratique ou alors qui sont simplement une fonction décorative pour faire beau. La collection de Jean-Marcel Imbert est très très riche dans ce domaine-là. Il a collecté un nombre d'objets qui couvrent une période de à peu près 2 siècles tout de même. Avec ces différentes modes qui les marquent, qui correspondent au goût d'un moment, d'une époque, qui concernent d'abord des classes assez aisées, assez bourgeoises, et puis ensuite qui vont concerner des classes plus populaires. Les plus grandes manufactures, comme la manufacture royale de Sèvres, va produire ce type d'objets. Ici, dans cette vitrine, on vous présente en fait un ensemble d'objets qui ont des fonctions, qui sont des objets pour la beauté, pour une femme qui peut se retrouver dans la peau de Cléopâtre, de cette beauté de Cléopâtre, et qui a un signe, un lien avec Cléopâtre en possédant l'un de ces objets. Bien sûr, elle ne possédera pas tous ces objets dans sa salle de bain. Toute cette production d'objets a été designée par Marc Rosen pour une marque de parfum d'Elisabeth Arden dans les années 1980. C'est relativement récent. Et ces porcelaines ont été fabriquées au Japon. Et on voit ici un porte-savon, un petit pot avec une houppette pour mettre de la poudre de riz, des porte-bougies, du sel de bain, etc. Alors nous l'avons vu, l'égyptomanie se manifeste par un réemploi de codes graphiques en particulier, de façon complètement détournée. On l'a vu aussi, elle est pourvoyeuse de symboles, de métaphores, de quêtes, de spiritualité, de grandiose, d'immortalité. L'égyptomanie traduit aussi une forme d'engagement, de militantisme, de lutte. Et on réutilise des codes graphiques aussi dans ces fins-là, ces aspirations-là. Derrière moi, vous avez une photographie, une reproduction d'une photographie réalisée par Vincent Auvert au moment du printemps arabe, mais en Égypte. On pourrait parler de printemps égyptien. Donc avec cette quête de liberté, où une momie vient crier cette nécessité de liberté. On le voit ici, « I'm free ». Et cet acte de Vincent Auvert est important parce que ces graffitis sont très très éphémères. Et on voit ce phénomène de réappropriation par des Égyptiens, des Égyptiens contemporains, réutilisant ces codes et ce réveil de la momie et ces références à l'Égypte ancienne. Toute l'équipe du musée dauphinois vous attend pour visiter l'exposition Égyptomania
La collection Jean-Marcel Imbert, le musée, l'entrée est gratuite, donc vous pouvez venir et revenir. Vous trouverez toute l'information sur le site internet musée.isère.fr. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle visite guidée. Pour prolonger votre visite de l'exposition Égyptomania et de vous plonger encore un peu plus dans cet univers de la fascination pour l'Égypte ancienne, eh bien, je vous invite à consulter et à lire cette publication qui porte le même titre que l'exposition et qui recueille des articles d'une quinzaine d'experts qui vous expliqueront, qui déchiffreront cette fascination en vous présentant toute cette évolution de ce phénomène à travers l'architecture, à travers la pop culture, la quête de spiritualité. Et cet ouvrage est richement illustré par les collections de Jean-Marcel Imbert lui-même et puis d'autres documents aussi qui font vraiment référence dans ce grand phénomène qui est celui de l'égyptomanie.